On connaissait rien à la grande distribution et donc on n'avait aucun contact, aucun réseau. Lorsqu'on a fait notre premier vrai rendez-vous central, c'était un petit peu toujours le même accueil. Qui sait, c'est deux jeunes qui viennent, ils ont des produits verts. On n'a jamais eu les choses facilement. Il a fallu toujours se battre, prouver qu'on avait notre place et faire nos preuves sur le terrain. Évidemment, la question que beaucoup doivent se poser, pourquoi la spiruline ? En fait, la spiruline, c'est assez simple. On l'a découvert durant nos études à l'école d'ingé de Purpan. C'est ça qui nous a drivé justement pour le projet Ecotrophelia. C'est vraiment à travers cette partie du cursus où on a découvert la spiruline, ses bienfaits nutritionnels, sa grande richesse. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'on a découvert que la spiruline, c'était génial d'un point de vue nutritif, mais elle avait un gros problème, c'est qu'elle était à l'époque quasi exclusivement consommée sous forme de compléments alimentaires. Et bon, nous, dans notre vision de l'alimentaire, prendre des sortes de médicaments ou des comprimés tous les jours pour apporter des vitamines et minéraux, c'est pas comme ça qu'on le concevait. Et l'autre défaut qu'elle a, la spiruline, sous sa forme brute, c'est qu'elle n'est pas forcément ultra ragoûtante. Elle n'est pas forcément ultra gourmande ni très bonne lorsqu'on la consomme comme ça. Et donc nous, on s'est dit, on va prendre le contre-pied total de ça et on va essayer de la rendre gourmande en l'intégrant dans des produits gourmands du quotidien et en permettant à ces produits gourmands du quotidien d'être souvent, ils sont taxés un peu de trop gras, trop sucrés et ainsi de suite. Et donc de revoir toutes les recettes en y important une importance nutritionnelle et nutritive supplémentaire. Est-ce que tu peux me parler des débuts en fait de Hoop ? Et évidemment, ce qui m'intéresse, parce que le podcast s'adresse surtout à des chefs de secteur, catman, chefs de produits qui travaillent en grande distribution. L'accueil de la grande distribution, est-ce que tu as dû faire beaucoup de pédagogie ? Est-ce que tu peux me raconter peut-être ton premier rendez-vous en centrale et les questions que tu as eues ? Enfin, je suis assez curieuse de savoir un peu les dessous. Ouais, donc nous, on s'est lancé directement. On avait pas de budget trop à l'époque, on était étudiants, donc avec quelques petites économies, 2-3 concours à droite à gauche, on a pu se débrouiller pour le lancement. On connaissait rien à la grande distribution, puisque nous on était plus formation un peu produit R&D market, pas forcément commerce, et donc on n'avait aucun contact, aucun réseau. Si ce n'est qu'on a participé au moment où on a créé un petit peu, juste avant la création, on a participé à un concours qui s'appelait Lance-toi et crée ton truc, organisé par Carrefour au niveau national, qui n'était pas forcément que pour les produits alimentaires, il y avait aussi des services et autres. Et en fait, on a été lauréat de ce concours avec une dotation de 10 000 € à la clé qui nous a bien aidé au départ. Et l'un des directeurs exécutifs de Carrefour France qui nous dit sur le podium, si vous lancez le produit, on sera parmi les premiers à le référencer au niveau régional. Et donc on s'est servi de ça pour se dire, si quand même un des plus gros acteurs de la distribution française nous dit ça, bon, allez, on se lance. Et donc c'est comme ça que ça a un peu démarré. Derrière, on a, une fois que le produit, qu'on était prêt à vendre, on est retourné toquer à la porte de Carrefour pour essayer d'avoir notre contrat. Chose qui a pris quelques petites semaines, mais qui s'est fait assez rapidement. Et après, très simplement, on a pris notre téléphone. On a appelé tous les magasins autour dans la région pour prendre des rendez-vous. On a été nos propres chefs de secteur et nos commerciaux pendant quasiment 3 ans. Et on a sillonné tout le sud de la France. Moi, j'allais jusqu'à Montpellier. Donc, on est basé à Toulouse, mais j'allais jusqu'à Montpellier. Alexis, il allait jusqu'à Bordeaux, la partie Pays Basque. Tout ça pour montrer qu'on avait faire nos preuves, en fait. Montrer qu'on avait notre place dans les rayons. Et je me souviens très bien, lorsqu'on a fait notre premier vrai rendez-vous central au niveau régional et même au niveau national, c'était un petit peu toujours le même accueil. Qui sait, c'est deux loustiques, si je puis dire, c'est deux jeunes qui viennent, ils ont des produits verts, parce que la spiruline c'est vert, les produits sont un peu différents, un peu bizarres, qu'est-ce qu'ils viennent nous vendre ? Et à chaque fois, on avait un accueil intrigué, pas forcément mauvais d'ailleurs, plus intrigué, mais j'attends de voir ce que ça donne. Et donc ça, je pense que ça nous a aussi servi parce qu'on n'a jamais eu les choses facilement. Il a fallu toujours se battre, prouver qu'on avait notre place et faire nos preuves sur le terrain. Et c'est une fois qu'on a eu une quarantaine, voire peut-être un peu plus, de magasins dans les enseignes qu'on a pu passer ensuite au niveau régional, qu'on a pu prouver qu'on avait des stats de vente, des VMH et ainsi de suite et que ça tournait suffisamment pour pouvoir
passer à l'échelle au-dessus. Et ensuite, lorsqu'on est passé au niveau régional, et la phase d'après, c'était le national. On est allé toquer à la porte du national. C'était la même chose. On a montré avec les stats du régional qu'on pouvait être capable d'aller un peu plus loin et ainsi de suite. On a toujours fait les choses étape par étape et step by step. C'est quoi le premier produit que vous avez développé finalement avec la spiruline? Est-ce que tu peux me parler un peu de l'évolution de la gamme et qu'est-ce qui a drivé finalement ces choix d'aller sur une catégorie ou une autre, parce que vous êtes une marque plutôt ingrédients? Ouais. Quoique demain, est-ce que dans 5-10 ans, et ça j'aimerais bien que tu répondes, est-ce qu'on ira sur un autre super aliment? Ça m'intéresse. Mais est-ce que tu peux me parler un peu des débuts et puis des catégories que vous avez explorées et à quelles difficultés vous vous êtes frotté, parce que chaque catégorie a ses concurrents, ses cibles, ses spécificités. Donc dis-moi-en un peu plus. Alors le premier produit qu'on a lancé, la première gamme, c'était des pâtes à tartiner. Et à l'époque, on avait une vision, on sortait d'études, école d'ingé agro. On avait une vision assez ingé finalement et pas suffisamment marché, je pense. Cette pâte à tartiner-là, on l'a lancée et elle avait, je pense, plusieurs défauts. Elle était trop chère en termes de prix de vente. Elle était un peu trop segmentante en termes de goût. Et en fait, il y a eu... c'était notre premier produit. Et donc, quand on l'a lancé, on s'est dit, ouais, ça fonctionne bien. Parce qu'on y mettait toute notre force dans ce produit-là. Voilà, quand on faisait des animations, on n'avait qu'un seul produit et ainsi de suite. Et en fait, c'est quand on a développé les autres références qu'on s'est vu que ce produit-là, il marchait pas tant que ça, en fait. Et on s'est rendu compte, après, je pense qu'on se mettait un peu des œillères au départ en se disant, c'est notre produit, notre premier produit, c'est notre bébé. On y met toutes nos forces et ainsi de suite. Et on n'était pas suffisamment alerte au côté trop segmentant et le prix un peu trop cher. On pensait que ça pouvait se vendre comme ça et finalement ça se vendait un peu comme ça, mais au départ. C'est ensuite quand on a sorti la partie céréales, biscuits et chacune des références après, où on a trouvé un marché qui était beaucoup plus large et on faisait plus de volume, et c'est petit à petit cette première gamme s'est un peu étiolée. Et c'est aussi parce qu'on n'y mettait plus toute notre force justement dedans pour commercialement la faire vivre. Et donc on l'a arrêté il y a 2-3 ans maintenant, cette première gamme-là, sans regret finalement, puisque ça nous a permis de se lancer. L'idée initiale, c'était la spiruline, c'est pas le truc ultra gourmand, donc on va faire le produit le plus gourmand possible pour valoriser la spiruline. Et finalement, après, on a pris une démarche, on va dire, un peu plus orientée nutrition, qui convient mieux avec l'univers de la spiruline, et c'est bien fait. Et on s'est plus orienté vers la partie muesli, biscuits, boisson végétale, qui est un peu plus orientée à nutrition. Et c'est comme ça qu'on a fait évoluer les gammes. Et après, comme je te disais tout à l'heure en off, nous, quand on s'adresse à un nouveau marché, quand on a une nouvelle idée où on se dit on peut aller essayer de dépoussiérer ce marché-là, essayer d'apporter une sorte de valeur ajoutée supplémentaire à ce marché qui est déjà en place, on va directement en rayon, on regarde les gammes qui fonctionnent déjà chez les concurrents et ainsi de suite, et on essaye de s'y imbriquer un petit peu comme ça. C'est quoi pour toi le rôle de l'innovation en grande distribution? Ça m'intéresse énormément parce que c'est un peu le gros sujet du moment, et finalement quand tu regardes les statistiques sur les innovations, en 7 ans, on voit que le poids des innovations en grande distribution est en décroissance. Okay. J'ai plus les chiffres exacts en tête, Circana avait sorti un graphique qui m'avait assez interrogée. C'est quoi pour toi le rôle de l'innovation sur les catégories? Qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce que ça vous apporte? Et comment vous raisonnez finalement quand vous allez innover, que ce soit sur une catégorie de produits ou même sur un autre marché? Comment vous le faites finalement? Je pense que l'innovation, que ce soit dans le marché alimentaire ou dans tout autre marché, est important, parce que lorsqu'on n'innove plus et qu'on reste sur nos gammes classiques, il y a un moment où le cycle de vie des produits, on a beau essayer de le faire vivre avec des actions de promo, de communication, des choses comme ça, quelquefois ça fait un peu son temps. Donc je pense que l'innovation est importante et intéressante sur la partie produit. Qu'on soit une petite société comme nous ou une très grosse, je pense que c'est important. Maintenant, il y a innovation et innovation. On voit souvent que les grosses sociétés innovent finalement relativement peu, mais sortent beaucoup de nouveautés. Et moi, je distingue un petit peu les deux. Je trouve que souvent, on voit chaque année, on sort notre innovation et ainsi de suite. Souvent, c'est de la déclinaison de produits, c'est des MeToo qui existent déjà sur le marché, et il n'y a pas une valeur ajoutée qui est incroyable dans ces produits-là. Très souvent, c'est des choses qui existent déjà chez un concurrent, mais qui est fait avec un petit twist légèrement différent. Je pense que ce type d'innovation-là marche relativement peu, et
parfois sont utilisés aussi pour faire tourner les assortiments, parce que chaque année, ça tourne un peu, il y a des nouveautés, ça repart et ainsi de suite. C'est un peu le jeu des chaises musicales. Je pense que ce type d'innovation n'est pas ultra fort. Par contre, une vraie innovation ou des innovations de marché, par exemple, on a vu le boom du marché végétal ces dernières années et ainsi de suite, on voit que ça prend, on voit qu'il y a des volumes, on voit que les boîtes restent et se développent. Donc je pense que ce type d'innovation, un peu plus d'usage de marché et qui reste dans le temps, a ses chances. Et après, nous, d'un point de vue, nous, comment on fonctionne sur chacune des innovations, on se pose toujours la question au départ, ça vient souvent d'un feeling produit où on se dit, ah, ce produit-là, est-ce que ça serait pas cool de le faire, on le voit bien. Business, quoi. Une opportunité business, oui, et une opportunité, aussi un côté sentiment produit. Ce produit-là, il a l'air chouette. Est-ce qu'on pourrait pas essayer de le faire? Et ensuite, on va en rayon, comme je l'ai dit tout à l'heure, on regarde sur le marché, on essaye de voir quels sont les concurrents, comment on pourrait s'y imbriquer, quelle est notre valeur ajoutée, parce que ça sert à rien de sortir un produit pour faire un petit peu comme tout le monde et sans valeur ajoutée, parce que on l'a souvent vu sur le marché, un MeToo qui est souvent, parce qu'il n'y a pas les économies d'échelle quand tu lances une innovation, etc., qui est parfois un peu plus cher que les autres et qui fait exactement la même chose, ça ne fonctionne pas, ou pas bien en tout cas. Donc on va voir le marché, on regarde comment on peut s'y implanter, quelle est notre valeur ajoutée, notre positionnement, qu'est-ce qui fait qu'on a une légitimité d'aller sur ce marché-là ou pas. Et d'ailleurs, il y a certaines innos ou certaines idées, parce qu'on a plein d'idées un peu tout le temps, qu'on se réfrène et qu'on se refuse parfois de faire parce qu'on se dit on n'a pas de légitimité à aller là-dessus. Comme quoi, par exemple? Par exemple, il y a un sujet qui revient régulièrement, on va dire, dans la vie de Hoop, c'est la partie apéritif. Sur l'apéro, souvent, les gens nous disent la spiruline, comme c'est un peu une microalgue, un peu associée parfois au goût salé. Bizarrement, elle n'est pas salée du tout, la spiruline, et c'est même pas une microalgue d'eau de mer, ça pousse en eau douce. C'est une idée reçue, on va dire. Et voilà, les gens, ils nous disent, je le verrais bien dans des crackers, dans des sortes de chips, des choses comme ça. Certes, d'un point de vue produit pur, je pense que ça serait très bon. Et en fait, quand on regarde le marché de l'apéritif, on se dit, mais comment on pourrait s'y imbriquer? Est-ce que l'apéritif sain est suffisamment mature? Est-ce que l'apéritif sain existe réellement déjà? Est-ce qu'il n'y a pas déjà pas mal de boîtes qui essayent d'aller sur l'apéritif sain? Et lorsqu'on regarde les VMH qui sortent sur l'apéritif sain versus l'apéritif classique, on voit que c'est pas forcément ultra développé. Et on se dit, est-ce que nous, avec nos petits bras, on va réussir à faire quelque chose là-dedans? Il y a certains qui sont allés, mais ils en reviennent un petit peu. Et donc, par exemple, l'apéritif, je pense qu'on n'ira jamais dessus. Est-ce que pour pénétrer un marché, il faut vraiment que tu aies la légitimité finalement? C'est une bonne question. Pour le pénétrer, pas forcément. Pour y rester, je pense que oui. Mais c'est quoi la légitimité? La légitimité, c'est essayer de savoir si ce que tu apportes avec ta valeur ajoutée, par exemple, nous, on prend la spiruline et la valeur ajoutée qu'on peut avoir. Sur chacun des marchés qu'on intègre, on a un positionnement qui fait qu'on apporte des choses que les autres copains d'à côté, ils n'ont pas. Donc là, on a une légitimité. Demain, si je prends le même exemple sur la partie apéritive, je ne suis pas convaincu que les gens qui achèteraient notre produit se diraient « je vais faire un apéritif pour me faire du bien et apporter des choses à mon corps, des éléments nutritifs en plus ». Même moi, quand je fais un apéro, et on se le disait même dans l'équipe, tu vois, on est orienté nutrition, etc. Quand je fais un apéro, j'achète des chips classiques, j'ai envie de me faire plaisir. Et c'est peut-être ce qui nous a fait un petit peu défaut sur la partie pâte à tartiner du démarrage. Est-ce qu'on avait réellement cette légitimité? Est-ce que les consommateurs, quand ils achètent une pâte à tartiner, ils se disent pas bon, allez, ok, je voudrais peut-être qu'elle soit un petit peu moins sucrée de ça, mais j'ai quand même envie de me faire plaisir. Qu'est-ce que tu réponds à ceux qui peuvent te dire mais en fait la spiruline c'est hyper segmentant et ça peut être dangereux? Je pense que tu l'as peut-être déjà entendu plein de fois. Donc ce sera une réponse peut-être toute faite, mais c'est hyper dangereux de baser son business que sur la spiruline. Et forcément ça m'amène à me dire mais demain est-ce que ça pourrait pas être un autre super ingrédient que vous pourriez décliner? Tu reviens sur ta question de tout à l'heure finalement. Oui et non. Oui, la spiruline en tant que telle, la spiruline brute, c'est segmentant. Comme je le disais tout à l'heure, la spiruline brute, c'est un ingrédient qui a plein de vertus, mais qui est vert, qui sous sa forme brute ne peut être consommé que sous forme de complément alimentaire si je prends le produit brut, qui n'est pas forcément ultra gourmand, ultra très bon, et qui in fine, en étant cantonné que au côté complément alimentaire, les volumes sont quand même beaucoup moins que dans l'alimentaire classique. On va pas consommer 15 gélules par jour, c'est pas possible. Et pour toutes ces raisons, je pense que la
spiruline brute classique est un peu segmentante et un peu limitée. Même si on n'est pas encore au max du marché, le marché en très bonne croissance, il y a plein d'acteurs un petit peu tout le temps qui arrivent et ainsi de suite. Il n'y a pas du tout de maturité sur la partie spiruline sous ce format brut. Ouais. C'est quoi le poids du marché, tu saurais le dire Non, ouais, je ne saurais même pas dire. Je ne saurais même pas dire. Ce que je peux te dire, c'est que ça j'ai la donnée, c'est que au niveau production française, il y a plein de petits producteurs à droite à gauche, un peu partout en France. Et nous, notre spiruline brute en paillettes qu'on vend à la grande distribution, on passe par un producteur qui est à Château-Renard, qui est l'un des plus gros, si ce n'est peut-être le plus gros, au niveau des producteurs français de spiruline. Sous ce format-là, je pense que c'est un peu segmentant. Parce que je pense que c'est pas tout le monde qui va se tourner vers... déjà, c'est pas tout le monde qui consomme des compléments alimentaires, c'est pas tout le monde qui va se tourner vers la spiruline brute. Maintenant, de la manière dont on le fait nous, et c'est pour ça qu'on a aussi adressé le marché de la grande distribution. Au départ, quand on s'est lancé, on a fait un marché test, on est allé un peu en grande distribution, on est allé un peu chez Biocoop ou des magasins bio indépendants, on est aussi allé en épicerie fine. On a fait un petit peu tout le monde et on a vu où est-ce que ça pouvait marcher le mieux, où est-ce qu'on avait le plus de potentiel. En fait, on s'est rendu compte qu'en utilisant cet ingrédient dans des produits gourmands du quotidien, comme on le fait, finalement, les gens, ils consomment pas de la spiruline, ils consomment une boisson végétale en priorité, qui contient de la spiruline, qui apporte des éléments nutritifs. Mais ils ne consomment pas de la spiruline en mangeant nos produits. Et je vais même aller plus loin, souvent, c'est assez marrant quand on fait des animations commerciales, des salons, des foires, des choses comme ça, où on est en direct avec le consommateur. On voit que notre cible, c'est pas ceux qui consomment la spiruline sur ce type de produit-là. C'est ceux qui ont entendu parler de la spiruline, ou qui en consomment un petit peu, qui savent que la spiruline, ça apporte des bienfaits nutritionnels, qui voudraient la tester, mais qui vont pas la consommer sous forme de complément alimentaire, qui vont justement voir le bénéfice produit à travers nos produits, parce que, in fine, ils n'ont pas besoin de changer leur habitude alimentaire. S'ils ont l'habitude de boire de la boisson végétale, ils prennent la nôtre plutôt qu'un concurrent, ça fait pareil, et ils ont les bienfaits de la spiruline. Et sous cette forme-là, je pense qu'on adresse une cible beaucoup plus mass market, et pas forcément quelque chose de ultra segmentant, même si, par rapport à de la marque très classique, bah oui, on va être un peu plus légèrement plus niche, mais au final, regarde, on est encore tout petit et on vend déjà 300 à 400 000 produits dans l'année. C'est pas mal, tu vois. Moi, j'appelle pas ça de la niche. Pour moi, une niche, c'est tu vends 10 000 produits dans l'année avec des fortes marges et tu arrives à en vendre comme ça. Je parlais la dernière fois avec un gars que je connais qui a une boîte de cosmétiques. Il vend 20 000 produits dans l'année, mais il fait des très fortes marges et il arrive à vivre très bien comme ça. Et c'est pas le même marché, c'est pas la même chose. J'imagine que tu regardes l'émission Qui veut être mon associé. Sûr. Voilà. Tous les entrepreneurs regardent, qui sont un peu intéressés au business. Et moi, un truc qui m'a vraiment frappé, c'est le fait que les investisseurs investissent pas ou peu dans les business de la grande distribution, à mon grand regret. Et à juste titre, beaucoup d'investisseurs évoquent que la grande distribution, c'est évidemment des négociations extrêmement difficiles et très compliquées, sans paraphraser notre ami Anthony Bourbon, et que c'est un business de centimiers et de volume. Tu l'as évoqué notamment si on fait des parallèles avec d'autres marchés comme le marché de la cosmétique hors grande distribution qui est un marché tout autre. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Ça m'amène à te poser la question, quelle a été votre stratégie commerciale finalement? Pourquoi s'être lancé en grande distribution et pas en circuit spécialisé? Déjà sur la partie, les investisseurs n'investissent pas dans des produits qui vont dans la grande distribution, etc. Alors peut-être sur le plateau de Qui veut être mon associé, et encore... je pense qu'il y en a eu au fil des saisons, ça a dû arriver. Donc je pense que c'est pas totalement vrai, même si je vois à quoi tu fais référence sur cette saison-là. Nous, par exemple, on a déjà effectué une augmentation de capital, 22 pour être précis. On a trouvé des investisseurs qui investissent dans notre domaine. Les investisseurs investissent aussi dans les produits, grandes conso comme ça. Donc je pense que c'est pas lié que à la partie investisseur, c'est peut-être à quel investisseur veut investir dans quoi et ainsi de suite. Donc ça, c'est pour la partie investissement. Maintenant, pour la partie un peu plus centimier, c'est la vérité quand même. C'est un peu vrai. On en parlait il n'y a pas si longtemps que ça avec Alexis, mais même avec les autres fournisseurs. Enfin, on le sait tous que c'est un métier de centimier dans le sens où, au vu des volumes qui vont être passés dans la saison, alors nous, on est encore à petite échelle, si on peut dire, mais par exemple, si on pense à des très gros, des mastodontes de l'agroalimentaire qui vendent des millions de produits, des centaines de millions, peut-être des milliards de produits, je sais pas. Imagine si tu rajoutes 1 centime dans la balance supérieure ou inférieure, ça change tout. Donc nous, à notre petite échelle,
on le ressent quand même, mais de manière un peu plus mesurée. Mais bon, ça reste quand même des milliers d'euros à chaque fois. Et oui, donc c'est sur cette partie-là qu'on dit que c'est des centeniers, qu'il faut faire attention au coût. Et j'irai même plus loin, ça pose une question aussi sur la chaîne de valeur. Pourquoi ? Parce que sans aller sur le côté prix, est-ce que c'est le bon prix, et ainsi de suite, il y a plein de logiques et plein d'avis qu'on peut avoir très différents selon les produits, et ainsi de suite. Je pense que ça pose une problématique sur la chaîne de valeur parce que à force de vouloir des produits toujours plus bas, certes pour être plus accessible aux consommateurs, pourquoi pas, c'est toute une chaîne de valeur qui se comprime. Si on veut un prix un plus bas, il y a forcément un maillon de la chaîne, quel qu'il soit, que ce soit le distributeur, que ce soit la petite PME ou le grand groupe qui est derrière le produit, que ça soit derrière le fournisseur fabricant, que ça soit l'agriculteur qui au démarrage fait les premiers maillons de la chaîne, ça dégringole. Et plus le prix in fine est bas, plus tous les maillons de la chaîne ont renié sur leur marge. On le voit récemment, sans taper non plus sur la grande distribution. Casino, tu vois, dernièrement, ils n'étaient pas au top de leur forme. Et peut-être qu'ils vont réussir à se sauver, je le souhaite. Il y en a d'autres aussi qui peuvent être en difficulté chez les distributeurs. C'est aussi à cause de ce côté centimier. Mais si on prend de l'autre côté, sur le côté PME, il y a plein de PME, et je crois que c'était un rapport de la FEV qui dit, je crois il y a 30% ou 50% des PME qui aujourd'hui perdent des sous. Une boîte qui perd des sous, on peut peut-être une année, peut-être deux, mais pas pendant des années et des années. C'est compliqué à se financer. Et si on va un peu plus loin dans le maillon de la chaîne, la partie derrière, si cette partie-là est malade, l'agriculteur derrière, il lui reste plus grand-chose non plus. Et donc ça pose un questionnement peut-être un peu philosophique sur comment tout ça évolue et à force de vouloir des prix toujours plus bas. Est-ce qu'il y a encore la place selon toi pour les petits, les nouveaux entrants, les PME, tu l'as évoqué, qui souffrent énormément dans l'actualité, qui a fait beaucoup de bruit. On a vu Lucien Georgelin, mais on peut en citer plein d'autres. Oui, encore Lucien, ils sont pas si petits que ça, mais, voilà. mais oui, mais bien sûr, à l'échelle des très en gros. De PME, tout à fait. Mais est-ce qu'il y a encore de la place pour les plus petits acteurs par rapport aux grands, qui souffrent aussi, hein ? Oui. Oui, non, mais bien sûr qu'il y a de la place. Je suis convaincu qu'il y a de la place pour des petits acteurs. On en voit tous les ans, il y en a plein qui se lancent, certains qui réussissent, d'autres pas. Comme dans tous les secteurs d'activité, c'est le jeu, c'est comme ça, l'entrepreneuriat, il y en a plus qui échouent que d'autres qui réussissent. Donc, je pense que c'est pas plus dur qu'ailleurs ou quoi que ce soit pour émerger. C'est dur, mais ça peut se faire. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a encore de la place pour plein de boîtes qui émergent, des innovations. Il y a des marchés, certains marchés qui rétrécissent, d'autres qui augmentent. D'autres, on voit que la grande distribution met le focus plus sur certains que d'autres, et ainsi de suite. Et ça évolue. Donc, il y a un contexte, peut-être un peu plus de crise que voilà, il y a quelques années. Mais il y a d'autres opportunités par ailleurs. Et il faut vivre avec son temps. Et je pense qu'on est dans un environnement où en France il y a quand même pas mal d'aides à droite à gauche pour se lancer, pour créer des choses et ainsi de suite. Je pense que, moi je suis plutôt optimiste de nature et je préfère me dire que oui, il y a encore de la place. Alors ça reste dur, hein, c'est très dur, mais c'est possible. Il me semble qu'à travers un post sur LinkedIn, parce que tu fais beaucoup de personal branding et je trouve ça très chouette, au-delà de ce terme personal branding qui est repris d'un point de vue market, mais en tout cas de voir les dessous d'une boîte et surtout des boss, des patrons qui incarnent l'entreprise, à mon sens, c'est ce qu'il faut faire et c'est très important d'apporter beaucoup de visibilité. Tu parlais de l'année 2024 qui a été assez compliquée, si je dis pas de bêtises, il me semble. Est-ce que tu peux nous parler de cette année ? Tu parlais de crise. On vit dans un monde où la crise, ça va être notre nouvelle réalité. Alors, est-ce que c'est une crise ou c'est des changements mais en tout cas, effectivement, on tend à ce que ce soit de plus en plus complexe. Comment, toi, tu l'envisages ? Comment tu envisages l'avenir ? Si on parle de 2024, tu peux nous faire un rapide bilan et comment tu envisages 2025 ? Déjà, sur la première partie de ta question, le personal branding, moi, j'ai jamais réfléchi à me dire évidemment. Voilà, non mais je te le dis parce que souvent on me pose la question et même on me demande parfois si j'ai une agence qui s'occupe de ça. Ouais, je te jure. Non mais c'est vrai. Moi depuis presque le premier jour, même avant qu'on crée la société, j'avais commencé à faire ça et j'ai vu que ça prenait sur LinkedIn, qu'il y a des gens qui suivent, qui likent et ainsi de suite. Donc je me suis dit on continue, ça fonctionne. Donc ça peut t'ouvrir des opportunités même d'un point de vue réseau. Non mais c'est incroyable. Évidemment tu le fais de façon naturelle parce que
Oui. tu veux partager ton quotidien et c'est très bien et je pense que c'est ce qu'il faut faire, mais ça ouvre des opportunités. Ouais, non, mais c'est certain. Le nombre de fois où en salon, où des acheteurs ou des catégories managers nous disent à chaque fois ah ouais, j'ai vu, vous avez fait ça, ah ouais, ça, etc. Donc ça, c'est... et même avec du côté fournisseur, c'est beaucoup plus simple d'aller voir un fournisseur derrière pour travailler avec et ainsi de suite. Donc ça, c'est indéniable. Mais ce que je voulais dire, c'est que je le fais de manière assez naturelle. Je me dis pas il faut absolument que je poste ou quoi. Je suis pas un influenceur, loin de là. Mais par contre, ce que j'aime bien, c'est partager et dire ce qu'on fait. On a fait ça bien, on a telle réussite, c'est cool, je communique dessus. Je vois que ça plaît plutôt bien aux personnes, donc on continue. Maintenant, sur le reste de ta question, sur 2024, côté crise, tu l'as dit. En fait, c'est pas que 2024, ça fait maintenant 4-5 ans, depuis le Covid en réalité, qu'il y a un petit peu des multi-crises de manière globale dans un peu tous les secteurs, mais sur l'alimentaire, je pense que c'est au moins aussi prononcé, si ce n'est peut-être plus prononcé. Pourquoi ? Parce que lié aux crises, au Covid, à la guerre en Ukraine et ainsi de suite, il y a un côté inflationniste qui a fait que notamment le segment du bio a peiné par rapport à ça, aussi par des décisions des enseignes qui ont réduit les assortiments. D'ailleurs, on voit, il y a une étude de Circana justement qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça, qui montre que plus les enseignes ont réduit les assortiments, plus le marché à l'intérieur de ces enseignes s'est réduit. Donc finalement, est-ce qu'il n'y a pas eu aussi un effet de auto-réduction ? Si je parle que d'un point de vue bio, c'était déjà pas si simple d'émerger en grande distribution. C'est un milieu quand même qui est relativement difficile pour émerger, mais ça se fait. C'est pas si simple il y a quelques années sans toutes ces crises. Avec toutes ces crises et cette réduction d'un segment où on est, le bio, ça devient encore plus compliqué et les places sont de plus en plus chères. Et ainsi de suite. Donc c'est pour cette raison que oui, 2024 en particulier, mais pas que cette année-là, c'est difficile pour toutes ces raisons de multicrises. Mais in fine, on s'en débrouille pas si mal parce qu'on voit qu'on est encore bien en croissance, une croissance à 2 chiffres. Mais voilà, on aurait espéré peut-être faire un peu plus par rapport à tout ça. Si demain, un grand groupe ou autre vous approche pour vous racheter, c'est quoi l'objectif dans les 5 prochaines années ? Évidemment, faire grossir la boîte, mais est-ce que vous adossez finalement à un plus gros, ça ferait partie de vos objectifs ? C'est une très bonne question. C'est une question qu'on nous pose souvent et je t'ai promis de ne pas faire de langue de bois, donc je vais te répondre. Mais quand même, laisse-moi nuancer cette réponse. Avec Alexis, quand on a créé la société, on ne s'est jamais dit on va créer la boîte pour faire un coup, pour la revendre, pour d'ici X temps se faire plein d'argent et ainsi de suite. Évidemment, ça peut être le cas. Vrai, moi, j'en connais qui se disent ça et parfois ça fonctionne, parfois ça fonctionne pas. C'est une stratégie. Voilà. Nous, on s'est jamais dit ça. Nous, on sortait d'études. Honnêtement, on se faisait kiffer. C'était trop cool. C'était un peu... On a créé notre métier passion quelque part. Et après, on l'a fait développer et ainsi de suite. Sur ce côté-là, j'ai envie de te dire qu'on n'est pas en vente. Et on n'a pas envie de se dire « Ah ouais, on fait tout ça pour vendre et machin ». Maintenant, si demain, il y a une boîte, une marque, un gros groupe, quelqu'un qui se dit « Ah eux, c'est pas mal ce qu'ils font ». Et ainsi de suite, on reste des entrepreneurs. Quand tu es entrepreneur, tu dois analyser, pour moi, toutes les opportunités qui s'offrent à toi. Et si l'opportunité est intéressante, que ça matche bien et ainsi de suite, pourquoi pas ? Je vais jamais te dire « Ah non, on vendra jamais ». Et très honnêtement, je sais pas de quoi l'avenir est fait. Aujourd'hui, on n'est pas en vente du tout. Demain, j'en sais rien. Est-ce que s'adosser à un grand groupe pourrait être à l'étape suivante? Pour l'instant, ça ne fait pas partie de nos stratégies à l'heure actuelle parce qu'il n'y a pas eu l'opportunité pour l'instant qui s'est présentée non plus. On a des très gros développements, des très gros lancements avec les compotes. On est très focus là-dessus. On pense déjà au coup d'après, à 2026-2027. On a des très gros projets qui sont en train de se mettre en place petit à petit pour essayer d'être le référent de la nutrition naturelle nutritive en France. Donc on a des grosses ambitions par rapport à tout ça. Je le vois très bien, ce à quoi tu fais référence par exemple, je le connais bien, Emmanuel Brier, qui sont associés à des un peu plus gros pour l'étape d'après. Je pense que pour des petites boîtes comme nous, ça peut être une solution qui est bien. Parce que in fine, il n'y a pas 36 solutions pour rester sur le marché. Soit on fait comme par exemple des Apivore ou des gens comme ça qui ont levé
énormément d'argent pour aller vite prendre des positions et ainsi de suite, à investir dans tout ça et essayer d'émerger et d'être un des leaders. Soit on fait la technique un peu des manuels sur la partie Arianco où ils sont adossés à des plus gros, et je trouve que c'est une solution qui est sympa. Et soit on végète. À voir, je sais pas quel sera l'avenir. Je peux pas te dire oui, on vendra pas, on va s'adosser à des industriels ou quoi que ce soit. La porte, elle est ouverte, on ferme jamais la porte à des opportunités et on verra en fonction de si ça match les valeurs ou quoi que ce soit. Voilà. Alors, est-ce que tu peux me parler justement de votre nouveau lancement en quelques minutes, parce que j'ai encore quelques questions à te poser. Les compotes, pourquoi cette catégorie de produits? Quelle est l'innovation? Quels sont les parfums, le PMC? Enfin bref, dis-nous tout quoi. Donc on lance en effet une nouvelle gamme de compotes, de purée de fruits, puisque c'est sans sucre ajouté, et on est particulièrement fiers de ces compotes là, tout simplement parce que c'est quand même 18 mois de travail où on a pas mal bossé pour trouver le bon partenaire producteur. Et donc ces compotes, elles sont sans sucre ajouté, sans additifs, avec des pommes françaises issues de la vallée de la Loire, un producteur qui est à la fois arboriculteur et qui maîtrise le maillon de la chaîne pour produire et transformer en compote. Donc ça, c'est hyper intéressant aussi à valoriser, et quelque part, je le disais la dernière fois, c'est une aventure humaine, et quand on peut embarquer avec des gens comme ça, ils sont super pour valoriser un savoir-faire comme ça, français, local et ainsi de suite, c'est encore mieux. Ces compotes là, on a 3 parfums: pomme classique, pomme fraise, pomme banane. On a pris les 3 runners du marché, je pense. Tu le sais encore mieux que moi, parce que ça, c'est quelque chose qu'on a vu en lançant un petit peu tous nos produits. Notre différenciation, elle est dans la spiruline, l'apport que ça peut apporter d'un point de vue nutritionnel, nutritif et toute la richesse que ça peut apporter. On n'est pas là pour réinventer le marché et les goûts. Donc on va prendre les gros runners du marché, les goûts qui plaisent le plus, et essayer de se différencier par tous les éléments que je t'ai dit avant. On a 3 parfums, 3 références par 4, donc 4 gourdes de 90 grammes qui sont au PMC. Voilà, si c'est respecté, ça sera dans les 2,80, 2,90 dans ces eaux-là. Donc on reste dans ce qui se fait sur le marché, on n'est pas hors marché, donc ça c'est top. Et après on a un format en par 12, donc 12 compotes, un mix des 3 saveurs qui lui sera au PMC de 8 et quelques. Très beau lancement, en tout cas, je vous souhaite plein de succès. Pour conclure cet épisode, j'ai une question et puis peut-être une dernière. Est-ce que selon toi, les nouvelles marques, elles ont encore de la place en grande distribution? Oui, il y a de la place. En fait, il faut arriver à se créer des opportunités. J'en parlais encore il y a peu de temps avec une marque que je connais bien. Il faut aussi apprendre à faire les choses étape par étape, comme on l'a fait, prouver qu'on a sa place en rayon, pas se dire je vais direct taper au national, ça peut faire des allers-retours. Donc pour moi, il faut construire étape par étape, aller sur du direct, prouver, montrer, savoir faire le job terrain. Ensuite passer au niveau régional, et puis peut-être in fine aller au niveau national si, encore une fois, si on a sa place. Il y a plein de marques qui ont une connotation régionale, qui sont très bien au régional et qu'il faut y rester. Il n'y a pas forcément besoin d'aller au national, tout dépend des stratégies. Mais oui, je pense qu'il y a plein d'opportunités, il faut trouver le bon segment, être focus et donner tout ce qu'on a pour émerger. Mais oui, il y a la possibilité de créer des nouvelles marques, des nouvelles choses. Et enfin, qui est-ce que tu aimerais entendre sur le podcast Sans filtre ajouté? Alors, une personnalité ou un sujet en particulier qui t'intéresserait? J'avais en tête Emmanuel Breillet, on a parlé tout à l'heure, aussi pour cette partie de rapprochement avec un industriel, comment ça s'est passé, quels sont un peu les dessous de l'histoire. Je ne sais pas s'il est passé depuis sur le podcast, donc ça serait une bonne idée. Spoiler alerte, c'est prévu. C'est vrai. Trop bien. Que je l'interviewe dans un mois. Alors, je l'avais déjà reçu sur le podcast, mais c'était il y a 4 ans déjà. Et c'était un peu sur les débuts. Je crois que je pense que je l'avais écouté parce que je vois de quoi tu parles. Mais oui, je pense que ça serait intéressant justement de voir quel est l'envers du décor aussi, pas parler de fusion ni de rachat parce que c'est pas complètement ça, ou en tout cas pas encore, mais oui, de voir comment une petite boîte avec 2 entrepreneurs qui se sont établis, qui se sont développés, qui ont créé quelque chose, moi perso ça fait rêver, c'est trop bien ce qu'ils ont réussi à faire, et de voir que maintenant il y a un autre acteur avec eux. Est-ce que réellement ils sont toujours maîtres à bord? Quelle est la latitude qu'on leur laisse, et ainsi de suite. Enfin franchement, j'ai hâte d'entendre du coup
ce que ça va donner. Emmanuel, en tout cas, tu as les débuts des questions, donc prends des notes parce que je vais te cuisiner là-dessus. Écoute Christophe, mille merci pour cet épisode, c'était hyper enrichissant. Où est-ce que les auditeurs peuvent te retrouver s'ils ont des questions, des feedbacks, des remarques sur l'épisode? Déjà, merci à toi. Un grand merci. Franchement, c'est top depuis le temps qu'on se parlait de pouvoir faire ça. Pour les auditeurs, il y a deux possibilités. Soit ils peuvent nous écrire sur notre site internet où on peut nous retrouver nos produits et ainsi de suite. Donc, c'est www.hoope.fr. On peut nous poser des questions aussi. Et sinon, sur la partie LinkedIn, j'essaye de répondre à tout le monde. Globalement, je réponds à tout le monde, à part vraiment si ça tape à côté. Mais sinon, je réponds à tout le monde et voilà, je prends le temps quand même. Merci beaucoup. Merci à toi. À bientôt. À plus.